Le 18 août 1843, 5 enfants disparurent dans les eaux noires du bayou, et la seule personne présente cette nuit-là jura jusqu'à son dernier souffle qu'elle n'avait rien fait. Mais avant de vous raconter cette histoire qui a glacé le sang de toute une région pendant des décennies, abonnez-vous à cette chaîne et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez en ce moment. Votre soutien nous aide à continuer de déterrer ces histoires que le temps voulait faire oublier. En 1838, la Louisiane respirait au rythme lent et oppressant de ses plantations. Dans la paroisse de Saint-Martin, à quelques lieues au sud de Saint-Martinville, s'étendait le domaine des Lavergnes, une propriété de plus de 2000 arpents bordée à l'est par un réseau complexe de bayous et de chenaux que même les habitants les plus anciens ne prétendaient pas connaître entièrement. C'était une terre grasse et fertile, mais aussi une terre qui avalait les imprudents, où la frontière entre la terre ferme et les eaux stagnantes se dissolvait dans une brume perpétuelle. La grande maison se dressait au sommet d'une légère élévation, construction imposante de bois blanc et de briques, avec une galerie courant sur toute la longueur de la façade. Derrière se trouvaient les dépendances, et plus loin encore, les cabanes des esclaves disposées en 2 rangées, veillant sur les champs de canne à sucre qui s'étendaient à perte de vue. Augustin Lavergne avait hérité du domaine à la mort de son père en 1832. C'était un homme de 42 ans au visage anguleux, aux favoris grisonnants, qui portait toujours des vestes de lin immaculées malgré la chaleur. Il avait épousé Marie-Louise Dufresne, et de cette union étaient nés 5 enfants. Édouard, 15 ans, Constance, 13 ans, Augustin Junior, 10 ans, Margot, 8 ans, et le petit Henri, 6 ans. Marie-Louise était morte en 1837 d'une fièvre qui l'avait emportée en moins d'une semaine. Augustin n'était pas un mauvais père selon les critères de son époque, mais c'était un homme absorbé par la gestion de sa propriété. Les enfants évoluaient dans son univers comme des ombres nécessaires mais périphériques, confiées aux soins des domestiques. Parmi les 123 esclaves que possédait Augustin, il y avait une femme nommée Delphine. Elle était arrivée sur la plantation en 1828, achetée lors d'une vente aux enchères à la Nouvelle-Orléans. Le registre indiquait son âge approximatif, 25 ans à l'époque de son acquisition. En 1843, elle devait avoir une quarantaine d'années. Delphine n'avait jamais révélé d'où elle venait exactement. Elle parlait un français parfait, teinté d'un accent créole chantant, mais maîtrisait également l'anglais et un dialecte africain que personne ne pouvait identifier. C'était une femme de taille moyenne, à la peau couleur d'acajou sombre, avec des yeux qui semblaient toujours observer au-delà de ce que voyaient les autres. Après la mort de Marie-Louise, Augustin avait pris une décision étrange selon beaucoup. Il avait retiré Delphine des champs et l'avait assignée à la grande maison pour s'occuper des enfants. Ce choix avait suscité des murmures, car Delphine n'avait pas l'expérience habituelle d'une nounou. Mais Augustin avait ses raisons, qu'il n'avait jamais complètement expliquées. À partir du printemps 1838, Delphine vécut dans une petite chambre attenante à la nurserie au 2e étage. Elle se levait avant l'aube pour préparer les vêtements des enfants, les accompagnait à leurs leçons, supervisait leurs repas, veillait à ce qu'ils se couchent à l'heure prescrite. Elle observait les règles strictes qui régissaient les relations entre maître et esclave, cette chorégraphie silencieuse de la domination et de la soumission. Les enfants Lavergne n'étaient pas particulièrement cruels, mais ils n'étaient pas non plus tendres. Ils avaient grandi dans un monde où la présence d'esclaves était aussi naturelle que celle des meubles. Édouard commençait à adopter les manières hautaines de son père. Constance alternait entre gentillesse distraite et cruauté capricieuse. Les 3 plus jeunes étaient imprévisibles. Tantôt, ils suivaient Delphine comme des canetons. Tantôt, ils l'ignoraient complètement. Les années passèrent. La plantation prospérait. Delphine demeurait une présence silencieuse et constante. Elle connaissait les secrets de chaque enfant, leurs peurs, leurs habitudes. Et elle gardait le silence. C'était sa survie qui en dépendait.
L'été 1843 arriva avec une chaleur exceptionnelle. Dès juin, les températures dépassèrent régulièrement les 100 degrés Fahrenheit à l'ombre. L'air était si épais qu'on avait l'impression de respirer de l'eau tiède. Les moustiques pullulaient en nuées denses. Même les nuits n'apportaient aucun soulagement. Les enfants devenaient de plus en plus difficiles à gérer. Enfermés dans la maison pendant les heures les plus chaudes, ils se querellaient constamment, harcelaient Delphine avec une irritabilité grandissante. Augustin lui-même était préoccupé. Les pluies du printemps avaient été insuffisantes et la canne souffrait. Il y avait des rumeurs troublantes, des outils qui disparaissaient, des feux mystérieux, des esclaves qui s'enfuyaient. La tension était palpable dans toute la région. Le 16 août, Augustin annonça qu'il devait se rendre à la Nouvelle-Orléans pour régler des affaires urgentes. Il prévoyait de partir le lendemain à l'aube et de revenir 3 jours plus tard. Édouard l'accompagnerait. Constance voulait aller aussi, mais Augustin refusa sèchement. La dispute s'envenima au dîner. Constance quitta la table en pleurs, claquant les portes. Le 17 août au matin, Augustin et Édouard partirent avant le lever du soleil. La maison sembla étrangement vide après leur départ. Delphine suivit sa routine habituelle. Le précepteur arriva à 9 heures. Les leçons se déroulèrent normalement, bien que Constance fût d'une humeur massacrante. L'après-midi traîna en longueur. La chaleur était si intense que même les esclaves dans les champs faisaient des pauses plus fréquentes. Vers 5 heures, Constance eut une idée. Elle voulait aller au bayou. Il faisait trop chaud pour rester enfermée. Les autres enfants accueillirent la proposition avec enthousiasme. Delphine s'opposa immédiatement. Monsieur Lavergne avait été clair. Les enfants ne devaient pas s'approcher de l'eau sans surveillance adulte. Les bayous étaient dangereux. Mais Constance n'était pas d'humeur à obéir. Elle se tourna vers Delphine avec ce regard de mépris qu'elle avait développé. « Tu n'as pas à me dire ce que je peux faire, » dit Constance d'une voix glaciale. « Tu es une esclave, pas ma mère. Si je veux aller au bayou, j'irai, et si tu essayes de m'en empêcher, je dirai à papa que tu nous as frappés. Il te fera fouetter jusqu'à ce que ton dos ne soit plus qu'une plaie. » Les autres enfants regardèrent la scène avec malaise. Delphine resta immobile pendant un long moment, ses mains serrées. Quelque chose passa dans son regard. Puis elle hocha lentement la tête. « Très bien, je vais vous accompagner. » Ils partirent vers 6 heures moins le quart, quand le soleil commençait à teinter le ciel de rose et d'orange. Delphine marchait devant. Les enfants la suivaient. Le bayou qu'ils atteignirent après 15 minutes de marche était un bras d'eau sombre, large d'une dizaine de mètres, bordé de roseaux et de mousses espagnoles. L'eau était presque noire, opaque, reflétant le ciel comme un miroir terni. Il y avait là un petit ponton de bois construit des années auparavant. Le bois était gris et vermoulu, plusieurs planches manquaient, mais il tenait encore. Les enfants se précipitèrent vers le bout du ponton, poussant des exclamations ravies. Delphine s'assit sur la berge, à l'ombre d'un vieux chêne. De là, elle pouvait surveiller les enfants tout en restant à l'écart. Elle ne disait rien, regardait simplement l'eau sombre, son visage impénétrable. Le soleil continuait à descendre, les ombres s'allongeaient, les bruits du bayou changeaient. Les oiseaux diurnes se taisaient, remplacés par les cris des hérons nocturnes et le croassement des grenouilles. C'est Margot qui suggéra de retourner à la maison. Il commençait à faire sombre. Henri approuva, car il n'aimait pas être dehors à la tombée de la nuit. Mais Constance refusa. Elle venait à peine d'arriver. Delphine se leva. Il était temps de partir. Mais Constance fit volte-face, ses yeux brillants de colère. « Je t'ai dit que tu n'avais pas à me donner d'ordre. » Ce qui se passa ensuite, personne ne put jamais l'établir avec certitude. Constance, dans un geste de défi, s'avança encore plus loin sur le ponton vermoulu. Il y eut un craquement sec, une planche pourrie céda sous son poids. La jeune fille bascula en avant, tombant dans l'eau noire avec un grand plouf. Augustin Junior cria, se précipitant vers le bord. Margot hurlait. Le petit Henri, effrayé, recula précipitamment et glissa à son tour, tombant dans l'eau. Augustin Junior, sans réfléchir, sauta pour secourir son frère et sa sœur. Margot, dans un mouvement de panique, sauta également.
Delphine était déjà dans l'eau jusqu'à la taille, avançant contre la boue qui aspirait ses pieds. L'eau était froide malgré la chaleur, opaque comme de l'encre. Elle plongea ses bras sous la surface, cherchant à tâtons. Elle attrapa Margot, la traîna vers la berge, la poussa sur la terre ferme, puis se retourna vers le bayou. Les autres enfants avaient disparu sous la surface. L'eau sombre ne portait plus aucune trace d'eux. Delphine plongea encore et encore, ses mains cherchant frénétiquement. Elle plongea jusqu'à ce que ses poumons brûlent, jusqu'à ce que sa vision se brouille. Quand elle émergea finalement, titubante, épuisée, la nuit était presque complètement tombée. Sur la berge, Margot était recroquevillée, tremblant violemment. Delphine resta debout dans l'eau, regardant la surface immobile du bayou. Les 4 autres enfants avaient disparu, avalés par les eaux noires. Delphine porta Margot jusqu'à la maison, dans une sorte de transe. La fillette s'accrochait à elle avec une force désespérée, son corps secoué de spasmes. Quand elles atteignirent la grande maison, les domestiques comprirent immédiatement qu'il s'était passé quelque chose de terrible. Le contremaître, Jacob Benson, organisa une équipe de recherche. 20 esclaves furent réveillés, équipés de lanternes. Ils coururent vers le bayou, leur lumière dansant comme des lucioles. Certains plongèrent dans l'eau malgré l'obscurité. D'autres longèrent les berges avec des perches, sondant les profondeurs. Ils cherchèrent toute la nuit. À l'aube, ils n'avaient rien trouvé. Pas un corps, pas un vêtement, rien. Le bayou gardait ses secrets avec une indifférence absolue. Un messager partit au galop vers la Nouvelle-Orléans. Il atteignit Augustin dans l'après-midi du 18 août. Augustin écouta sans manifester d'émotion visible. Il pâlit légèrement, ses mains se crispèrent, mais il ne dit rien. Puis il se leva et quitta la pièce avec Édouard. Ils arrivèrent à la plantation le lendemain matin. Augustin descendit du cabriolet comme un somnambule, se dirigeant directement vers le bayou où les recherches continuaient. Le shérif de la paroisse, Mathias Guidry, mena l'enquête initiale. C'était un homme d'une 50aine d'années qui avait vu beaucoup de tragédies mais jamais rien de tel. Il interrogea Margot en premier, en présence de son père. La fillette pouvait à peine parler. Elle disait avoir vu ses frères et sa sœur s'enfoncer dans l'eau noire. Elle répétait qu'elle avait froid. Le shérif interrogea ensuite Delphine. Elle se tenait debout, les yeux fixés sur le sol, répondant d'une voix monocorde. Elle raconta comment Constance avait insisté pour aller au bayou, comment la planche avait cédé, comment tout s'était passé si vite, comment elle avait plongé encore et encore, mais n'avait pu sauver que Margot. Pourquoi les avez-vous emmenés là-bas si vous saviez que c'était dangereux? Mademoiselle Constance a menacé de dire à Monsieur Lavergne que je les avais frappés. Elle a dit qu'il me ferait fouetter. J'ai eu peur. J'ai pensé que je pouvais les surveiller. Les recherches continuèrent pendant 5 jours. On dragua le bayou sur plus d'1 mile, on fouilla les berges. On amena des plongeurs de la Nouvelle-Orléans. Ils ne trouvèrent rien. Le curé de la paroisse expliqua à Augustin que parfois, les bayous ne rendaient pas leurs morts. Le courant souterrain pouvait emporter les corps très loin, ou bien les alligators. Le 23 août, on célébra une messe funéraire sans corps. Toute la paroisse y assista. Delphine n'y était pas. Elle était enfermée dans sa chambre, sous surveillance. Car si l'enquête avait conclu à un accident tragique, il subsistait dans l'air une question inexprimée. Comment une femme adulte n'avait-elle pu sauver qu'un seul enfant sur 5? 1 mois après la tragédie, Margot commença à parler. Au début, des bribes incohérentes, mais progressivement, ses paroles prirent une forme plus troublante. Elle disait que Delphine n'avait pas essayé de les sauver, que Delphine était restée sur la berge, immobile, regardant simplement l'eau, que quand finalement Delphine était entrée dans l'eau, elle s'était dirigée directement vers elle, Margot, ignorant les autres. Le docteur Roussel déclara que Margot souffrait probablement de confusion post-traumatique. Mais ces paroles avaient planté une graine de doute. On recommença à parler de cette nuit d'août. On trouva des incohérences. Pourquoi Delphine n'avait-elle pas crié pour alerter quelqu'un? Petit à petit, une nouvelle version circula. Delphine, lasse d'être maltraitée, fatiguée de son statut,
peut-être folle de ressentiment, avait délibérément laissé les enfants se noyer. Cette version était monstrueuse, mais dans le climat de peur qui régnait dans les plantations, elle trouvait un terrain fertile. En octobre, un groupe d'esclaves fit une découverte. Un morceau de tissu enfoui dans la boue, à plus de 3 miles du bayou. C'était la robe de Margot. Le contremaître Benson fit fouiller la zone. Ils trouvèrent d'autres vêtements dispersés. Un pantalon d'Augustin Junior. Une chaussure d'Henri. Le ruban de Constance. Comment ces objets étaient-ils arrivés là? Le shérif rouvrit son enquête, car si les vêtements se trouvaient à plusieurs miles du lieu de la noyade, cela soulevait des questions dérangeantes. Puis on découvrit une petite clairière dissimulée au cœur du marécage. Au centre, un cercle de pierres noircies. Autour, des objets étranges, des os d'animaux, des poupées de chiffon, des bouts de ficelle nouées, et surtout, des morceaux de tissu correspondant aux vêtements des enfants. La nouvelle se répandit comme un feu. C'était un hôtel vaudou, un lieu de rituel. Et Delphine, disait-on, était une prêtresse. Elle avait noyé les enfants dans un rituel diabolique, puis dispersé leurs effets dans ce temple impie. Le shérif interrogea les esclaves sur cette clairière. Certains la reconnaissaient. C'était un lieu où on faisait des offrandes. Mais tous jurèrent que Delphine n'avait jamais été vue là. Un vieil esclave nommé Samuel dit au shérif que les objets n'étaient pas disposés correctement, que c'était comme si quelqu'un avait imité un rituel sans savoir comment faire. Celui qui a fait ça voulait que ça ressemble au vaudou, mais ce n'est pas du vaudou. Le shérif passa des jours à interroger méthodiquement tous les esclaves. Il commença à percevoir un portrait différent. Plusieurs mentionnèrent avec précaution que les relations entre Augustin et Delphine n'étaient pas simples. Une femme de la cuisine dit avoir vu Augustin se rendre dans la chambre de Delphine tard le soir, régulièrement. Un homme des écuries confirma. Il ajouta avoir entendu, un mois avant la noyade, une violente dispute entre Augustin et Delphine. Il avait entendu Augustin dire « Tu n'as pas le choix » et Delphine répondre « Je préférerais mourir ». Ces révélations ouvraient une nouvelle perspective. Si Augustin entretenait une relation avec Delphine, si elle était devenue sa maîtresse involontaire, tout changeait. Les enfants le savaient-ils? Comment auraient-ils réagi? Le shérif convoqua Édouard, loin de la plantation. Le jeune homme était nerveux. Guidry parla franchement. Il savait que le père entretenait une relation avec Delphine, que cette relation avait peut-être été découverte. Édouard lutta contre lui-même, puis céda. Oui, son père et Delphine avaient une relation. Constance savait. Elle haïssait Delphine pour ça. Elle avait peur qu'Augustin finisse par affranchir Delphine, peut-être l'épouser. Elle essayait de rendre la vie de Delphine impossible. Elle lui donnait des ordres contradictoires, se plaignait constamment. Elle voulait que Delphine soit renvoyée. Et le jour où ils sont allés au bayou, ce n'était pas la première fois que Constance menaçait Delphine. Elle lui disait qu'elle allait inventer des histoires. Elle aimait voir la peur dans ses yeux. Le shérif posa une question directe. Était-il possible que Constance ait organisé cette sortie délibérément pour créer une situation où Delphine serait accusée? Édouard le regarda, horrifié. Non, elle était cruelle, mais elle n'aurait jamais mis en danger ses propres frères et sœurs. Puis Édouard révéla autre chose. Le ponton. Les planches pourries qui avaient cédé. Son père avait ordonné qu'on le répare 2 semaines avant. Jacob Benson devait s'en occuper. Ça n'avait jamais été fait. Le shérif interrogea Benson, qui admit avoir remis la tâche à plus tard. Mais l'homme était plus nerveux qu'il n'aurait dû. Le shérif enquêta sur son passé. Il avait été renvoyé d'une plantation en Caroline du Sud après avoir été surpris avec une jeune esclave. Il y avait eu des rumeurs de relations inappropriées multiples. Le shérif confronta Benson. Progressivement, l'homme craqua. Oui, il avait essayé d'approcher Delphine. Elle avait refusé catégoriquement, menaçant de le dénoncer. Il était furieux, mais il jura qu'il n'avait rien fait aux enfants. En revanche, il admit avoir trouvé certains vêtements après la tragédie et les avoir cachés. Pourquoi? Parce que je voulais les utiliser contre elle, je voulais qu'on l'accuse, alors j'ai dispersé les vêtements dans le marécage. J'ai ajouté des objets près de la clairière pour que ça ressemble au vaudou.
Le shérif ressentit du dégoût, mais cette révélation n'expliquait pas ce qui s'était réellement passé au bayou. Les enfants étaient-ils vraiment morts accidentellement? Ou Delphine avait-elle délibérément laissé se produire une tragédie? Le shérif reçut une lettre de Virginie en janvier 1844, après presque 3 mois d'attente. Augustin avait mentionné que Delphine venait d'une plantation où 2 enfants s'étaient noyés. La lettre du shérif du comté de Charles City confirmait l'essentiel. En juillet 1827, 2 enfants de la famille Rutherford, un garçon de 7 ans et une fille de 5 ans, s'étaient noyés dans un étang sur leur propriété. Une enquête avait été menée. Plusieurs esclaves, dont une nommée Delphine, avaient été interrogés. Le rapport concluait à une négligence parentale et aucune accusation criminelle n'avait été portée. Mais le shérif de Virginie ajoutait un détail troublant que Delphine n'avait pas mentionné. Quelques semaines avant la noyade, il y avait eu un incident lors duquel Delphine avait été fouettée pour avoir été surprise dans les appartements de Madame Rutherford, fouillant apparemment dans des objets personnels. Delphine avait prétendu chercher quelque chose qu'on lui avait demandé de récupérer, mais Madame Rutherford avait affirmé qu'elle mentait, qu'elle volait. La punition avait été sévère, 15 coups de fouet qui avaient laissé des cicatrices permanentes sur son dos. Cette information changeait tout. Si Delphine avait été fouettée par Madame Rutherford, cela lui donnait un mobile de ressentiment. Peut-être que la noyade des enfants Rutherford n'avait pas été un accident, mais une vengeance. Et si c'était vrai en Virginie, cela pouvait être vrai en Louisiane aussi. Constance avait menacé Delphine de faire en sorte qu'elle soit fouettée. Était-ce suffisant pour déclencher une rage meurtrière? Le procès commença en mars 1844, dans le tribunal de Saint-Martinville. La salle était bondée, remplie non seulement de planteurs et de leurs familles, mais aussi de curieux venus de toute la paroisse et même de paroisses voisines. L'affaire avait pris une dimension qui dépassait le simple drame d'une plantation. Elle touchait aux peurs les plus profondes de toute une société. Et si les esclaves décidaient de se rebeller non par la violence ouverte, mais par la malveillance silencieuse? Le procureur Brouillard présenta son cas avec une efficacité redoutable. Il décrivit en détail les 2 incidents de noyade, celui en Virginie et celui en Louisiane, soulignant les similitudes troublantes. 6 enfants morts en présence de la même personne sur 16 ans. Il appela Margot à la barre, et la fillette, tremblante, les yeux cernés, raconta une fois de plus comment Delphine était restée immobile sur la berge pendant que ses frères et sa sœur se noyaient. « Elle nous regardait », dit Margot d'une voix brisée. Elle ne bougeait pas. Constance criait son nom, lui demandait de l'aide, mais elle restait là, comme une statue. Et quand elle est finalement entrée dans l'eau, elle est venue directement vers moi. Elle ne s'est même pas retournée vers les autres. Le procureur présenta les vêtements retrouvés loin du bayou, la clairière avec ses objets évoquant des rituels obscurs. Même si Benson avait admis avoir manipulé ses preuves, Brouillard argumenta habilement que cela ne changeait rien au fait que Delphine avait eu l'opportunité et le mobile de commettre ces meurtres. « Cette femme », dit-il dans un moment particulièrement théâtral, pointant du doigt vers Delphine, « porte en elle une malédiction. Partout où elle va, les enfants meurent. Est-ce de la malchance? Non, messieurs du jury, c'est un schéma, une répétition, une preuve accablante de sa nature profondément mauvaise. » Maître Deschamps, l'avocat de la défense, fit de son mieux pour contrer ces accusations. Il attaqua le témoignage de Margot, soulignant qu'elle n'avait que 8 ans, qu'elle avait vécu un traumatisme terrible, que dans la panique et l'obscurité du crépuscule, sa perception du temps et des événements était nécessairement déformée. « Une seconde peut sembler une éternité quand on se noie », dit-il au juré. La fillette dit que Delphine est restée immobile longtemps, mais combien de temps exactement? 3 secondes, 5 secondes, dans un moment de terreur absolue, notre sens du temps disparaît complètement. Il fit témoigner plusieurs esclaves de la plantation qui attestèrent que Delphine n'avait jamais pratiqué le vaudou, qu'elle était une femme calme, responsable, qui s'occupait bien des enfants. Il démontra que Benson avait fabriqué des preuves par vengeance personnelle, jetant ainsi le doute sur l'ensemble du dossier de l'accusation. Mais il y avait une chose que Deschamps ne pouvait pas expliquer de manière convaincante.
Pourquoi Delphine n'avait pu sauver qu'un seul enfant sur 5? Il essaya d'argumenter que dans la panique et l'obscurité, dans l'eau opaque du bayou, avec 5 enfants tombant presque simultanément, il était compréhensible qu'elle n'ait pu localiser et sauver qu'un seul d'entre eux. Mais cet argument sonnait creux, même à ses propres oreilles. 4 enfants perdus, un seul sauvé. Les statistiques étaient accablantes. Le moment le plus dramatique du procès survint quand Augustin Lavergne fut appelé à la barre. L'homme qui entra dans le box des témoins était méconnaissable. Il avait perdu au moins 20 livres depuis août. Son visage était émacié, ses yeux profondément enfoncés dans leurs orbites. Il s'assit avec la raideur d'un homme marchant vers l'échafaud. Le procureur Brouillard commença par des questions standards. Depuis combien de temps Delphine travaillait-elle pour lui? Comment s'était-elle comportée? Avait-il remarqué quelque chose d'inhabituel dans les jours précédant la tragédie? Augustin répondit mécaniquement, sa voix monocorde, presque inaudible. Le juge dut lui demander plusieurs fois de parler plus fort. Puis ce fut au tour de Maître Deschamps d'interroger Augustin. L'avocat de la défense savait qu'il marchait sur un terrain dangereux, mais il devait essayer. Il s'approcha lentement du témoin, choisissant soigneusement ses mots. « Monsieur Lavergne, je vais vous poser une question difficile, et je vous demande de répondre avec honnêteté, car la vie d'une femme en dépend. Est-il vrai que vous entreteniez une relation intime avec l'accusé ?» Un murmure choqué parcourut la salle. Plusieurs femmes portèrent la main à leur bouche. Le procureur Brouillard bondit de sa chaise. « Objection, votre honneur, cette question est scandaleuse et n'a aucun rapport avec l'affaire. » Mais le juge Thibaudeau, après un moment de réflexion, secoua la tête. « Objection rejetée. Si cette relation existait, elle pourrait éclairer les motivations et les circonstances de l'affaire. Le témoin doit répondre. » Augustin resta silencieux pendant ce qui sembla une éternité. Ses mains agrippaient la balustrade devant lui avec une telle force que ses jointures étaient blanches. Son visage était devenu écarlate, puis d'une pâleur mortelle. On pouvait voir la lutte intérieure qui se déroulait en lui, entre l'honneur social, le désir de protéger sa réputation, et peut-être, au fond, une étincelle de conscience qui refusait d'ajouter un mensonge de plus à tout ce qui avait été dit. « Oui, dit-il finalement dans un souffle à peine audible. Oui, j'entretenais une relation avec Delphine. » Le murmure dans la salle devint un brouhaha. Le juge dut frapper plusieurs fois son marteau pour rétablir l'ordre. « Et cette relation était-elle consentie ?» pressa Deschamps, sachant qu'il devait pousser son avantage maintenant, avant qu'Augustin ne se referme. Augustin ferma les yeux. Quand il les rouvrit, ils étaient remplis de larmes. Non, elle n'était pas consentante, du moins pas au début. J'ai utilisé mon pouvoir sur elle, je l'ai forcée, c'est un péché que je porterai jusqu'à ma mort et au-delà. Ce fut comme si une bombe avait explosé dans la salle. Les gens se levèrent, crièrent, gesticulent. Le juge dut menacer d'évacuer la salle avant que le calme ne revienne. Deschamps continua, sa voix maintenant plus douce, presque compatissante. « Et vos enfants, monsieur Lavergne, savaient-ils » Constance savait. Je pense qu'Édouard savait aussi, ou du moins soupçonnait. Les plus jeunes, je ne crois pas. Comment Constance réagissait-elle à cette situation? Augustin passa une main tremblante sur son visage. Elle haïssait Delphine. Elle la haïssait avec une intensité qui me faisait peur parfois. Elle me haïssait aussi, je pense, mais elle ne pouvait pas l'exprimer directement contre moi. Alors elle déversait toute sa rage sur Delphine. Elle la tourmentait constamment, inventait des raisons de la faire punir, cherchait à la faire renvoyer ou pire. Monsieur Lavergne, je vais vous poser une question très difficile. Pensez bien avant de répondre. Est-il possible que votre fille Constance ait délibérément créé une situation au bayou dans le but de causer des problèmes à Delphine et que les choses aient tragiquement dégénéré au-delà de ce qu'elle avait prévu? Augustin le regarda avec des yeux remplis d'une douleur si intense qu'elle était presque insoutenable à voir. Je ne sais pas. Dieu me pardonne. Je ne sais pas. Constance était capable de grande cruauté, c'est vrai.
Elle avait hérité de moi ce goût du pouvoir, cette jouissance à exercer son autorité sur ceux qui ne peuvent se défendre. Aurait-elle pu aller jusque-là? Mettre en scène quelque chose pour faire souffrir Delphine? Je veux croire que non. Je veux croire que ma fille, malgré tous ses défauts, n'aurait jamais consciemment mis ses frères et sa petite sœur en danger. Il s'interrompit, sa voix se brisant complètement. Mais la vérité, la terrible vérité, c'est que je ne la connaissais pas vraiment. Aucun de mes enfants. J'étais trop occupé avec la plantation, avec mes affaires, avec mes péchés. J'ai perdu 4 enfants, et je ne sais même pas si leur mort est ma faute, la faute de Delphine, la faute de Constance, ou simplement un terrible accident. Je ne sais plus rien. Il éclata en sanglots, le visage dans ses mains, ses épaules secouées de spasmes violents. Le juge ordonna une pause. Édouard, qui était assis au premier rang, se leva pour escorter son père hors de la salle. Plusieurs personnes dans l'assistance pleuraient aussi, émues malgré elles par la douleur brute de cet homme. Cet épisode dramatique eut un effet inattendu sur l'atmosphère du procès. Certains spectateurs, qui étaient venus convaincus de la culpabilité absolue de Delphine, commençaient maintenant à douter. Si Augustin lui-même, le père des enfants morts, ne savait pas ce qui s'était vraiment passé, comment pouvaient-ils, eux, être certains? Si Constance était capable de telle cruauté envers Delphine, n'était-il pas possible qu'elle ait orchestré quelque chose qui avait tragiquement dégénéré? Mais d'autres, au contraire, virent dans les aveux d'Augustin une confirmation de la nature corrompue de toute cette situation. Une femme qui se laissait souiller par son maître, même forcée, ne pouvait être qu'une créature dépravée. Et la cruauté de Constance envers elle, c'était une réaction naturelle d'une jeune fille pure face à l'immoralité qui souillait sa maison. Le procès se poursuivit encore 2 jours. On appela des experts pour témoigner sur les courants du bayou, sur la profondeur de l'eau à différents endroits, sur les probabilités de survie lors d'une noyade. Un professeur de l'université de la Nouvelle-Orléans expliqua avec force détails scientifiques que dans l'eau trouble d'un bayou, au crépuscule, avec plusieurs personnes se débattant simultanément, il était extrêmement difficile de localiser et de secourir plus d'une personne. Son témoignage aida la défense, mais pas autant que Deschamps l'avait espéré. Des témoins de moralité furent appelés. Certains esclaves décrivirent Delphine comme une femme tranquille, travailleuse, qui s'occupait bien des enfants malgré les provocations de Constance. D'autres, interrogés par le procureur, mentionnèrent qu'elle était étrange, qu'elle parlait parfois seule, qu'elle connaissait des chansons dans des langues que personne ne comprenait. Puis vint le moment où le juge Thibaudeau demanda à Delphine si elle souhaitait faire une déclaration finale avant que le jury ne se retire pour délibérer. L'avocat Deschamps lui avait conseillé de rester silencieuse, craignant que tout ce qu'elle dirait ne soit mal interprété. Mais à la surprise générale, Delphine se leva. Elle se tint debout dans le box des accusés, sa robe simple et usée, contrastant avec les tenues élégantes des spectateurs. Ses mains n'étaient pas attachées, reposaient calmement le long de son corps. Pendant un long moment, elle ne dit rien, se contentant de balayer lentement la salle du regard, comme si elle gravait dans sa mémoire le visage de chaque personne présente. Son regard s'attarda particulièrement sur Augustin, sur Édouard, sur Margot qui était assise entre 2 domestiques. Quand elle parla enfin, sa voix était calme, claire, dénuée de toute trace de peur ou de colère. C'était une voix qui portait loin dans le silence absolu qui s'était installé dans la salle. Je vais vous dire une vérité que vous ne voulez pas entendre. Ce qui s'est passé au bayou ce soir-là, ce n'était pas un meurtre, ce n'était pas de la sorcellerie, ce n'était même pas vraiment un accident, pas au sens où vous l'entendez. C'était l'aboutissement logique, inévitable, de tout ce que cette maison, cette plantation, cette société tout entière sont devenues. Elle fit une pause, laissant ses paroles résonner. Vous voulez savoir pourquoi je n'ai pu sauver qu'un seul enfant? Je vais vous le dire, et je vous le dis devant Dieu qui connaît mon cœur mieux que je ne le connais moi-même. Quand Constance est tombée à l'eau, quand j'ai entendu son cri, ma première réaction, mon premier instinct, a été de me précipiter pour l'aider. Parce que malgré tout,
Malgré sa cruauté, malgré sa haine, elle n'était qu'une enfant. Delphine s'interrompit, et pour la première fois depuis le début du procès, une émotion traversa son visage. Ce n'était pas de la peur ni de la colère, mais quelque chose de plus profond, de plus douloureux. Mais alors, dans cette fraction de seconde, entre le cri et le moment où je me suis levé, j'ai pensé à quelque chose. J'ai pensé à toutes les fois où cette fille m'avait humilié, menacé, où elle m'avait regardé avec ce mépris absolu qui dit que je ne suis rien, moins qu'un animal, moins qu'un objet, hein. J'ai pensé à son père qui venait dans ma chambre la nuit et me prenait de force pendant que ses enfants dormaient de l'autre côté du mur. J'ai pensé à ces 15 années d'esclavage, à ces cicatrices sur mon dos que vous ne pouvez pas voir mais qui me font encore mal chaque jour, à toutes les indignités que j'ai subies en silence parce que c'est ce qu'on attend de moi. Sa voix ne tremblait pas, mais il y avait maintenant dans ses yeux quelque chose qui fit frissonner plusieurs personnes dans la salle. Et pendant une seconde, juste une seconde qui a duré une éternité, j'ai hésité. J'ai regardé cette fille se débattre dans l'eau et j'ai pensé, pourquoi devrais-je la sauver? Pourquoi devrais-je risquer ma vie pour quelqu'un qui ne m'a jamais, pas une seule fois, considéré comme un être humain? Pourquoi sa vie vaudrait-elle plus que la mienne? Un murmure parcourut la salle. Le procureur Brouillard se leva à moitié, comme pour objecter, mais le juge lui fit signe de se taire d'un geste impérieux. Cette seconde d'hésitation, messieurs du jury, c'est mon crime. Pas le meurtre, pas la sorcellerie, pas même la négligence au sens où la loi l'entend. Juste un moment d'humanité où j'ai considéré ma propre valeur, ma propre vie, avant celle de ma maîtresse. Un moment où j'ai cessé d'être l'esclave parfaitement obéissante, et où je suis redevenu, brièvement, un être humain avec des sentiments, des pensées, une dignité. Elle fit face maintenant directement au jury, les regardant chacun dans les yeux. Mais ensuite, messieurs, ensuite j'ai fait ce que j'ai toujours fait. J'ai mis de côté cette seconde d'humanité et je suis redevenu ce qu'on attend de moi. J'ai obéi. Je me suis précipité dans cette eau noire et froide. J'ai plongé dans ces profondeurs opaques où je ne voyais rien, où je ne sentais que la boue et les plantes qui s'accrochaient à moi comme des mains mortes. J'ai cherché frénétiquement ces enfants. J'ai sauvé Margot parce qu'elle était la plus proche de moi, parce que c'était elle que mes mains ont touché en premier dans cette obscurité sous-marine. Sa voix se fit plus intense, plus pressante. Les autres étaient déjà trop loin. Ce courant invisible que les experts vous ont décrit, les avait emportés. J'ai continué à plonger encore et encore, jusqu'à ce que mes poumons soient en feu, jusqu'à ce que je ne sache plus où était le haut et où était le bas, jusqu'à ce que je pense moi-même me noyer. Et je n'ai rien trouvé. Rien qu'une eau vide et froide qui gardait ses secrets. Delphine s'interrompit, respirant profondément. Puis elle continua, sa voix maintenant plus douce mais non moins intense. Alors voilà la vérité que vous devez décider d'accepter ou de rejeter. J'ai hésité pendant une seconde avant de risquer ma vie pour sauver la fille de l'homme qui me violait régulièrement. Cette hésitation fait-elle de moi une meurtrière? Si vous le pensez, alors condamnez-moi. Mais sachez ceci, ce que vous condamnerez vraiment, ce n'est pas un crime au sens où votre loi le définit. C'est un moment d'humanité dans un système qui nous refuse à tous, noirs comme blancs, notre humanité complète. Un système qui transforme les êtres humains en propriété, qui permet à un homme de posséder une femme et de la forcer, qui enseigne à des enfants qu'ils peuvent traiter d'autres êtres humains avec un mépris absolu sans conséquence. Elle se tourna maintenant vers Augustin et sa voix se fit presque douce. Monsieur Lavergne a dit qu'il ne savait pas si la mort de ses enfants était sa faute, la mienne, celle de Constance, ou un accident. Je vais lui dire ce que je pense. C'est la faute de tous. C'est la faute d'un système qui nous a tous corrompus, qui a transformé un homme en maître cruel, qui a transformé une jeune fille en tortionnaire, qui m'a transformé moi en quelqu'un qui a pu hésiter, ne serait-ce qu'une seconde, avant de sauver un enfant qui se noyait. Elle se rassit, et pendant un moment personne dans la salle ne bougea, ne parla, ne sembla même respirer. Puis, le juge Thibaudeau,
reprenant ses esprits, ordonna au jury de se retirer pour délibérer. Les délibérations durèrent 3 heures, qui semblèrent une éternité. On pouvait voir les jurés à travers la fenêtre de la salle de délibération, gesticulant, argumentant, certains apparemment en colère, d'autres visiblement mal à l'aise. À 2 reprises, le contremaître du jury vint demander au juge des clarifications sur des points de droit. Dehors, sur la place, la foule attendait, spéculant sur le verdict, pariant même sur l'issue du procès. Quand le jury revint enfin, les visages étaient graves, fatigués. Certains jurés évitaient de regarder Delphine, d'autres la fixaient avec une expression difficile à déchiffrer. Le contremaître du jury se leva, tenant un papier dont ses mains tremblaient légèrement. Nous, le jury, trouvons l'accusée Delphine coupable d'homicide par négligence criminelle concernant la mort de Constance, Augustin Junior, Margot et Henri Lavergne. Non pas de meurtre avec préméditation, non pas d'homicide volontaire, mais d'homicide par négligence. C'était un compromis, une façon de reconnaître que quelque chose de terrible s'était passé sans pour autant affirmer que Delphine avait délibérément noyé les enfants. Un compromis qui ne satisfaisait personne complètement mais qui convenait à suffisamment de gens pour obtenir l'unanimité requise. Dans la salle, la réaction fut mitigée. Certains hochèrent la tête avec satisfaction, estimant que justice avait été rendue. D'autres parurent déçus, ayant espéré un verdict plus sévère. Quelques-uns, très peu, semblèrent troublés, comme s'ils n'étaient pas certains que justice ait vraiment été rendue. Delphine elle-même ne manifesta aucune réaction visible. Elle resta immobile dans le box des accusés, les mains posées calmement sur ses genoux, le visage aussi impassible qu'un masque. On ne pouvait dire si elle était soulagée, désespérée, ou simplement résignée. Si cette histoire vous a donné des frissons, laissez un commentaire avec ce que vous pensez vraiment être arrivé. La vérité est-elle un accident, un meurtre ou quelque chose de plus complexe? Le juge Thibaudeau annonça qu'il prononcerait la sentence 1 semaine plus tard, après avoir consulté les précédents juridiques dans des cas similaires. Cette semaine fut étrange pour tous ceux qui étaient impliqués dans l'affaire. Delphine, dans sa cellule, sembla plus sereine qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Elle mangeait normalement, dormait paisiblement. C'était comme si le fait d'avoir été jugée, même injustement peut-être, lui avait apporté une forme de paix. Elle avait dit sa vérité devant Dieu et les hommes. Le reste n'était plus entre ses mains. Le jour de la sentence arriva par un matin gris et pluvieux. La salle était de nouveau pleine, bien que l'atmosphère fût différente de celle du procès. C'était plus solennel, plus lourd. Tout le monde savait ce qui allait être prononcé. Il ne s'agissait plus de savoir si Delphine serait punie, mais comment. Le juge Thibaudeau, avec une gravité pesante, condamna Delphine à être pendue le 15 avril 1844, au lever du soleil, sur la place publique de Saint-Martinville. Il ajouta d'une voix qui résonnait dans le silence de la salle, que cette sentence servait d'exemple à tous ceux, esclaves ou hommes libres, qui négligeraient leurs devoirs et leurs responsabilités envers leurs maîtres et leurs charges. Des mots qui transformaient une tragédie humaine complexe en simple leçon de morale pour maintenir l'ordre social établi. Dans les semaines qui précédèrent l'exécution, Delphine reçut de nombreuses visites. Le père Arnaud vint presque tous les jours, apportant avec lui sa Bible usée et sa foi inébranlable. Il suppliait Delphine de se confesser, de demander le pardon divin, de se repentir de ses péchés avant de comparaître devant le jugement ultime. À chaque visite, elle refusait avec la même politesse ferme, la même sérénité qui déconcertait le prêtre. « Mon père, lui dit-elle lors d'une de ses visites, je n'ai rien à confesser que Dieu ne sache déjà. J'ai dit la vérité au tribunal. J'ai hésité pendant 1 seconde avant de risquer ma vie pour sauver ses enfants. Si cette hésitation est un péché, alors Dieu le sait et me jugera selon sa sagesse infinie. Mais je ne vais pas inventer des péchés que je n'ai pas commis juste pour satisfaire votre besoin de me voir repentante. » Le père Arnaud insistait. « Mais mon enfant,
Vous ne comprenez pas. Sans confession, sans repentir, votre âme est en danger. Vous risquez la damnation éternelle. Delphine eut un sourire triste. Mon père, j'ai vécu une damnation pendant 15 ans. J'ai été forcé, violé, humilié, traité comme un animal. Si Dieu existe et s'il est juste, il comprendra. Et s'il ne comprend pas, alors sa justice n'est pas différente de celle des hommes qui m'ont condamné. Ces paroles scandalisèrent le père Arnaud, mais elles contenaient une logique que même lui ne pouvait complètement réfuter. Il continua ses visites jusqu'au bout, espérant jusqu'à la dernière minute que Delphine changerait d'avis. Des esclaves d'autres plantations trouvèrent des moyens de s'approcher de la prison malgré les interdictions. Ils venaient la nuit, murmurer des prières à travers les barreaux de la petite fenêtre de sa cellule, laissaient de petites offrandes qu'ils cachaient dans les buissons près du bâtiment, des fleurs sauvages, des morceaux de pain, des bouts de tissu noués d'une certaine manière. Pour eux, Delphine était devenue un symbole, une martyre. Son exécution n'était pas une punition juste, mais un sacrifice exigé pour maintenir le système qui les opprimait tous. 3 jours avant l'exécution, alors que la nuit était tombée et que la prison était silencieuse, une visite inattendue arriva. Un cabriolet s'arrêta devant le bâtiment et Augustin Lavergne en descendit seul. Il demanda à voir Delphine. Le shérif Guidry, qui était de garde cette nuit-là, hésita longuement. C'était hautement irrégulier. Mais en voyant le visage d'Augustin, ce masque de douleur et de désespoir, il finit par accepter. Il les laissa seuls, se retirant dans le couloir, assez loin pour ne pas entendre les paroles échangées, mais assez près pour intervenir si nécessaire. Ce qui se dit entre Augustin et Delphine cette nuit-là, personne ne le sut jamais avec certitude. La conversation dura près d'1 heure. Ceux qui étaient dans la prison rapportèrent avoir entendu, à travers les murs épais, des sons étouffés, peut-être des pleurs, peut-être des mots murmurés avec une urgence désespérée, peut-être des accusations, des excuses, des aveux, ou peut-être juste le silence chargé de 15 années de secrets partagés, de crimes communs, de culpabilité mutuelle. Quand Augustin ressortit finalement de la cellule, le shérif fut frappé par sa transformation. L'homme qui émergea dans le couloir faiblement éclairé n'était plus qu'une coquille vide. Son visage était ravagé par les larmes, ses yeux rouges et gonflés comme s'il avait pleuré pendant toute l'heure. Ses mains tremblaient si violemment qu'il ne parvenait pas à boutonner son manteau. Le shérif dut l'aider, le soutenir même pour marcher jusqu'à la sortie. Augustin ne prononça pas un seul mot, ne regarda personne. Ses lèvres remuaient silencieusement, comme s'il priait ou se parlait à lui-même. Il monta dans son cabriolet avec l'aide du shérif, prit les rênes et retourna vers sa plantation comme un homme marchant vers sa propre exécution, pas celle de quelqu'un d'autre. Le 15 avril arriva, apportant avec lui un ciel gris et bas, lourd de pluie non encore tombée. Une foule considérable s'était rassemblée sur la place publique de Saint-Martinville dès 4 heures du matin, bien que l'exécution ne soit prévue qu'au lever du soleil. C'était un mélange étrange de gens, des planteurs en costumes sombres venus avec leurs familles, comme si c'était un événement social, des commerçants de la ville fermant leurs boutiques pour l'occasion, des voyageurs qui avaient fait des lieux juste pour assister au spectacle, et aussi, à la périphérie de la foule, maintenus à distance par des gardes, des esclaves qui avaient obtenu ou volé la permission de venir. L'atmosphère était morbide, mais aussi électrique. Les gens parlaient à voix basse, spéculaient sur ce que Delphine allait dire, sur si elle allait finalement confesser ou maintenir son innocence jusqu'au bout. Des vendeurs ambulants circulaient dans la foule, proposant du café chaud, des pâtisseries, comme lors de n'importe quelle fête. C'était à la fois un événement solennel et un divertissement macabre. L'échafaud avait été construit au centre de la place, une structure simple mais solide de bois brut. La potence s'élevait à environ 15 pieds de hauteur, la corde déjà en place, se balançant légèrement dans la brise matinale. Un homme en noir, le bourreau venu spécialement de la Nouvelle-Orléans pour l'occasion, vérifiait et revérifiait le mécanisme de la trappe, s'assurant que tout fonctionnerait parfaitement. À 6 heures précises,
Alors que les premiers rayons du soleil commençaient à percer les nuages bas, une porte s'ouvrit sur le côté de la place. Delphine apparut, encadrée par 2 gardes. Un murmure parcourut la foule, mélange d'anticipation et de quelque chose qui ressemblait presque à de la déception. Car Delphine ne correspondait pas à l'image que beaucoup s'étaient faite d'elle. Elle ne ressemblait pas à une sorcière diabolique, ni à une meurtrière endurcie. Elle marchait avec dignité, la tête haute, sans entrave car elle n'avait jamais tenté de s'échapper, n'avait jamais causé le moindre problème pendant sa détention. Elle portait une robe simple de coton blanc qu'une organisation charitable de la Nouvelle-Orléans lui avait fournie, estimant que même les condamnés méritaient de mourir avec une certaine décence. Ses cheveux étaient couverts d'un foulard propre, et ses pieds nus avançaient sans hésitation sur les pavés froids de la place. Derrière elle marchait le père Arnaud, tenant sa Bible contre sa poitrine, murmurant des prières. Il avait insisté pour l'accompagner jusqu'au bout, espérant encore qu'à la dernière minute, Delphine accepterait les sacrements de l'Église. Mais elle avait poliment décliné une dernière fois avant de quitter sa cellule. Delphine monta les marches de l'échafaud sans aide, ses mouvements calmes et mesurés. En haut, elle se retourna pour faire face à la foule. Ses yeux balayèrent lentement les visages assemblés, s'arrêtant brièvement sur certains. Le shérif Guidry qui se tenait raide et mal à l'aise, le procureur Brouillard qui arborait une expression de satisfaction professionnelle, le juge Thibaudeau, dont le visage était indéchiffrable. Elle chercha des yeux Augustin et Édouard dans la foule, mais ne les trouva pas. Ils n'étaient pas venus. Peut-être était-ce trop pour eux. Ou peut-être ne voulaient-ils pas être associés publiquement à cette exécution qui, d'une certaine manière, exposait leurs propres péchés autant qu'elle punissait les siens supposés. Le bourreau s'approcha de Delphine et lui demanda, d'une voix qui se voulait professionnelle mais qui tremblait légèrement, si elle avait des dernières paroles. C'était une formalité, une tradition. La plupart des condamnés en profitaient pour clamer leur innocence, ou pour implorer le pardon de Dieu, ou pour maudire leurs accusateurs. Delphine regarda une dernière fois la foule assemblée, puis leva lentement les yeux vers le ciel gris où les premiers rayons du soleil commençaient à percer. Quand elle parla, sa voix était claire et calme, portant loin dans le silence matinal qui s'était installé. Les eaux du bayou gardent leurs secrets. Elles prennent ce qu'on leur donne et ce qu'on ne veut pas leur donner. Elles sont anciennes et patientes, et elles attendent toujours. Un jour peut-être, elles rendront ce qu'elles ont pris. Mais ce jour-là, personne ne voudra voir ce qu'elles révéleront. C'étaient des paroles énigmatiques, presque prophétiques, qui laissèrent beaucoup de spectateurs mal à l'aise. Certains y virent une confession voilée, d'autres une menace, d'autres encore une simple observation philosophique sur la nature de la vérité et du secret. Le père Arnaud fit un dernier effort pour la convaincre de prier avec lui, mais elle secoua doucement la tête. Le bourreau lui plaça le nœud coulant autour du cou avec des gestes professionnels mais rapides, comme s'il voulait en finir au plus vite. Puis il lui banda les yeux avec un morceau de tissu noir. Delphine ne résista pas, ne pleura pas, ne trembla pas. Elle resta simplement debout, immobile, ses lèvres remuant silencieusement dans ce qui pouvait être une prière dans une langue que personne ne comprenait. Le bourreau regarda le juge Thibaudeau, qui hocha la tête. L'homme en noir actionna le levier. La trappe s'ouvrit avec un bruit sec qui résonna dans le silence comme un coup de tonnerre. Le corps de Delphine tomba, la corde se tendit brusquement. Ce fut rapide. Le bourreau était compétent, avait bien calculé la longueur de corde nécessaire. La nuque se brisa instantanément. Il n'y eut pas d'agonie prolongée, pas de convulsion horrible. Juste un corps qui pendait, immobile, se balançant légèrement. Au moment exact où la trappe s'était ouverte, les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber sur la place. D'abord quelques-unes, hésitantes, puis rapidement une averse qui transforma la place en un chaos de gens courant pour se mettre à l'abri. Certains y virent un signe divin, sans pouvoir dire de quoi exactement. D'autres haussèrent les épaules et ouvrirent leurs parapluies.
Le corps de Delphine resta pendu pendant 1 heure, comme le voulait la loi, pour que tous puissent voir que justice avait été rendue. Puis, il fut descendu, placé dans un cercueil grossier de bois non peint et transporté au cimetière, où un coin était réservé aux esclaves, aux indigents et aux criminels exécutés. Elle fut enterrée sans cérémonie, juste le fossoyeur et 2 gardes présents. Pas de pierre tombale, pas de marqueur d'aucune sorte, juste un monticule de terre qui serait progressivement aplani par le temps et les éléments jusqu'à disparaître complètement, comme si elle n'avait jamais existé. Mais les esclaves de la région n'oubliant pas si facilement. Dans les semaines qui suivirent, ils vinrent en secret, la nuit, planter des fleurs sur sa tombe anonyme. Des fleurs sauvages qui poussaient dans les marais, des iris bleus, des hibiscus pourpres, des magnolias blancs. Ils venaient murmurer des prières dans leurs langues ancestrales, déposer de petites offrandes, raconter l'histoire de Delphine à leurs enfants comme une légende, comme un avertissement, comme une promesse qu'un jour, peut-être justice serait vraiment rendue. Le lieu devint un petit jardin sauvage où les autorités blanches préféraient ne pas s'aventurer. Il y avait quelque chose dans cet endroit, disaient même certains blancs, quelque chose qui mettait mal à l'aise, qui donnait l'impression d'être observé. Ce n'étaient probablement que des superstitions, mais elles avaient leur propre pouvoir. La vie reprit son cours dans la paroisse de Saint-Martin, du moins en apparence. Les champs de canne continuèrent à être plantés et récoltés. Les planteurs continuèrent leurs dîners et leurs bals. Les esclaves continuèrent leur labeur quotidien. Mais quelque chose avait changé, subtilement mais irréversiblement. Les planteurs regardaient leurs esclaves avec une méfiance nouvelle, se demandant ce qui se cachait derrière ces visages impassibles, quels ressentiments s'accumulaient silencieusement. Les esclaves, eux, chuchotaient entre eux l'histoire de Delphine, qui devint une sorte de légende, transformée et embellie à chaque répétition jusqu'à ce qu'il devienne impossible de distinguer la vérité du mythe. Augustin Lavergne ne se remaria jamais. Il continua à gérer sa plantation avec une efficacité mécanique, mais ceux qui le connaissaient disaient qu'il n'était plus vraiment vivant, juste une coquille vide, accomplissant des gestes familiers. Il ne parlait presque plus, passait des heures seul dans son bureau, fixant des documents qu'il ne lisait pas vraiment. La nuit, on l'entendait parfois marcher dans les couloirs de la grande maison, comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un qu'il ne trouverait jamais. Édouard prit progressivement le contrôle des opérations, se révélant un administrateur compétent mais impitoyable. À 18 ans, il gérait pratiquement seul une plantation qui employait plus de 100 esclaves. Il parlait peu de ce qui s'était passé, ne mentionnait jamais ses frères et sœurs disparus, traitait toute l'affaire comme un chapitre fermé de sa vie. Margot, la seule enfant survivante, grandit hantée par cette nuit au bayou. Elle ne parlait presque plus, passait ses journées assise près de la fenêtre de sa chambre, regardant vers les marais avec une expression vide. Elle refusait d'aller près de l'eau, paniquait si on essayait de l'emmener même jusqu'à la mare aux canards, près de la maison. Elle ne se maria jamais, ne quitta jamais la plantation. Elle mourut à 32 ans, d'une fièvre que les médecins ne purent identifier, murmurant dans son délire des phrases incohérentes sur l'eau noire et les voix qu'elle entendait l'appeler. Jacob Benson fut discrètement renvoyé après le procès, avec juste assez d'argent pour quitter la région. Il disparut complètement, et personne ne chercha vraiment à savoir ce qu'il était devenu. Certains disaient l'avoir aperçu au Texas, d'autres en Arkansas. Mais c'était peut-être juste des rumeurs, des ombres d'un homme qui avait préféré se fondre dans l'obscurité plutôt que d'affronter les conséquences de ses actes.